tous et bienvenue dans cette troisième édition du sommet des crypto-monnaies en compagnie de Julien Catella et de Jean-Baptiste de Inspecteur Crypto-Monnaie. C'est ton deuxième sommet et je suis très contente de t'accueillir pour une deuxième édition, Jean-Baptiste. Merci d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas regardé les autres interviews des participants, Julien est mon assistant cette année sur le sommet des crypto-monnaies parce que Julien est spécialisé dans les interviews, ce que je ne suis pas, et c'est pour ça que je lui ai confié le sommet, et il y a de fortes chances que l'année prochaine, ce soit lui qui en prenne en charge la totalité. Donc Julien, je te laisse te présenter vite fait pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis ensuite on va passer à Jean-Baptiste. Parfait, oui, donc merci Stéphanie, salut JB, très content de faire ta connaissance. Salut à toi. Et puis dans le fond, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur de la chaîne Trilem Media avec mes deux frères. Donc au début, c'est parti d'un projet de podcast qui s'appelle Balado 3.0 qui continue de fonctionner. Et puis ensuite, on a fait évoluer ça à une chaîne YouTube. Donc globalement, on parle d'investissement, de finance, de crypto bien sûr, mais aussi un peu d'entrepreneuriat et de psychologie parce qu'on se rend compte que c'est un peu le nerf de la guerre dès qu'on parle de tout ça. Et puis j'avais lancé des interviews crypto à l'époque et j'avais eu le plaisir de t'interviewer, Stéphanie. Et ensuite, voilà, tu m'as proposé de venir poser des questions, rencontrer des gens et ça me plaît toujours. Donc voilà ma présence ici. Alors, inspecteur crypto, comment ça va aujourd'hui? Écoute, tout va bien, il fait beau, donc tout va bien. Parfait. Alors écoute, comme on disait tout à l'heure en off, c'est ta deuxième fois sur le sommet de la crypto. Donc pour ceux qui n'ont pas déjà vu les éditions précédentes, on vous invite à aller les regarder. Ils sont disponibles sur la chaîne. Donc on va dire qu'on a choisi un thème à chaque fois pour chaque sommet de la crypto. Le premier thème, c'était d'abord, on va dire, un état de l'art de ce qui se passe en crypto-monnaie. Donc pour quelqu'un qui commence, ça peut être une bonne idée d'aller voir ces vidéos-là. Dans la saison 2, où on a eu le plaisir du coup de te rencontrer, chaque participant a un peu parlé de ses stratégies, de comment il investissait sur le marché des crypto-monnaies, etc. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont été partagées. Et pour cette édition-là, on a décidé d'axer ça sous l'angle plutôt de l'actualité, parce qu'on se rend compte qu'on est sur un bull run un peu différent des autres. Il y a pas mal de choses qui se sont passées. Donc je voulais revenir avec toi sur comment toi tu as vécu ce bull run jusqu'ici. Et puis voilà, après on va pouvoir discuter de plein de choses. Est-ce que ça te convient? Oui, allons-y. Parfait. Donc, et puis pour ceux qui te connaissent pas, si tu veux peut-être te représenter rapidement. Ok, alors moi je suis Jean-Baptiste de la chaîne Inspecteur Crypto que j'ai lancée il y a environ 3 ans. J'ai un background plutôt financier, je suis consultant en finance de marché. Donc on va dire que ça m'a permis aussi d'aborder les crypto-monnaies à leur côté financier de manière un peu plus facile. Et du coup, j'avais lancé ma chaîne YouTube parce que quand je me suis intéressé aux crypto-monnaies, moi j'aime bien, on va dire, rentrer dans le détail des choses. Et du coup, vu que je regardais énormément de vidéos, j'en parlais aussi beaucoup aux personnes autour de moi qui n'étaient pas forcément autant intéressées que moi. Donc je me suis dit, pourquoi pas en parler avec des inconnus sur Internet, ça pourra peut-être apporter de la valeur et moi ça me permet de parler de quelque chose qui me passionne. Parfait, donc d'où le nom Inspecteur Crypto, j'imagine, parce que tu es quelqu'un qui va au bout des choses et qui enquête là-dessus. C'est ça, exactement. Okay. Alors donc par rapport à l'actualité, c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. On a eu l'approbation des ETF sur Bitcoin, sur Ethereum ensuite, donc tout ça la même année. On a donc BlackRock et les grosses institutions qui ont commencé à rentrer dans le marché. Et puis, on a eu plein d'autres choses. On pense, il y a eu quelques arrestations. On a eu CZ, là, dernièrement, on a eu le CEO de Telegram. Donc, pas mal de choses. Toi, de ton côté, inspecteur crypto, comment t'as vécu le bull run et qu'est-ce que t'as retenu comme fait marquant? Alors moi, le bull run, je l'ai vécu assez bien parce qu'en fait, j'avais déjà écrit ma stratégie sur un bout de papier avant même que le bull run commence. Donc on va dire que j'ai juste appliqué tout bêtement ma stratégie, donc ça s'est plutôt bien passé. Après forcément là sur la baisse qu'il y a eu, vu que j'avais pris des bénéfices quand on est arrivé sur la TH comme je l'avais prévu, mais peut-être pas suffisamment. Donc forcément j'ai vécu la baisse comme tout le monde. Et concernant l'événement qui m'a le plus marqué, moi c'est plus l'arrivée des ETF spot Ethereum. Parce que c'est vrai que sur Bitcoin on s'y attendait pas mal. On pensait que ça allait mettre pas mal de temps sur Ethereum, même les spécialistes disaient qu'il y avait très peu de chances que ça passe. Et d'un coup, il y a eu une news et du jour au lendemain, on est passé de 90% de chances que ça n'arrive pas à 80% de chances que ça arrive et ça arrivait super vite. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Après, ça n'a pas changé grand-chose sur ma stratégie. On va juste dire que vu qu'on a atteint beaucoup plus vite
l'ATH sur Bitcoin qu'habituellement. C'est vrai qu'on va dire que j'ai pris juste des profits plus tôt. Et ça a été un peu plus ça m'a surprise, c'est que quand même on est monté très très vite, mais ça peut se comprendre justement avec tout ce qui s'est passé et tout l'apport de liquidité avec les ETF. Et voilà, j'ai simplement suivi ma stratégie, donc pour l'instant ça se passe à peu près comme je l'avais prévu. C'est cool. Je veux juste me permettre de préciser un truc. Tu as parlé de bull run, mais c'est un lapsus. On parle de marché haussier plutôt parce que on n'est pas encore forcément dans le bull run, étant donné qu'on n'a pas encore dépassé l'ancien ATH. Donc on parlait bien de marché haussier. Voilà. Ouais, on est toujours, c'est toujours des termes. Est-ce que c'est pré-bull run? Bon, cycle haussier, pour moi, un bull run, ce que j'entendais effectivement, c'est qu'on est reparti dans un marché haussier. Et ça, depuis l'année dernière, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour le dire. Mais effectivement, l'ATH de Bitcoin a été à peine passé. Par contre, comme tu soulignes, JB, c'était avant le halving. Et ça, c'est la première fois qu'on assiste à ça dans l'histoire de Bitcoin. Donc, pas mal de changements. Mais honnêtement, je trouve ça impressionnant que tu aies pu te maintenir sur ta stratégie, parce que c'est vrai que des fois on peut être tenté de tweaker ici et là parce qu'il se passe tellement de choses, on est dans un contexte où ça va très très vite. Donc est-ce que tu peux nous partager, je suis curieux, un petit peu tes targets sur ce cycle-là. Donc comme tu dis, tu as déjà commencé à prendre des profits quand Bitcoin est passé au-dessus de son ATH, historique en tout cas. Est-ce que tu continues de faire du DCA out dès qu'on va retourner sur ces niveaux-là? Est-ce que tu as des targets plus précises que tu vises? Je serais curieux d'en savoir plus là-dessus. Alors moi, mes prochaines targets sur Bitcoin, on va dire que je pense qu'il va au moins s'approcher des 100K. Forcément, à ce moment-là, je pense que quand on va commencer à arriver vers entre 90 et 98 000, je pense que en fonction de l'excitation sur le marché, je commencerai sûrement à prendre des profits plus importants que ce que j'ai pris là sur le nouvel ATH. Parce que c'est quand même un chiffre psychologique. Après, je pense que si on le passe, il risque d'avoir pas mal de news et on risque d'aller plus haut, mais ça peut aussi bloquer à 98, 99 vu que tout le monde s'attend à 100. Donc je pense qu'à ce niveau-là, je prendrai beaucoup plus de profit à ce moment-là. Et après, toujours suivre ma stratégie. J'ai pas forcément de target précise pour Bitcoin. Je vais plus essayer de regarder des indicateurs on-chain pour essayer d'attraper en quelque sorte le top. Enfin, en tout cas de m'y rapprocher. En regardant par exemple l'état de ma chaîne YouTube, si je vois que toutes les vues explosent et que j'ai des abonnés de partout, forcément, je vais me dire il y a peut-être un peu trop de folie, il faut prendre un peu plus de profit. Si je vois aussi, j'aime bien regarder des indicateurs on-chain comme ce que font les holders long terme. Ça va être m'appuyer sur pas mal de petits éléments pour regarder où on en est. Par exemple, le crypto fear and greed aussi, qui permet de dire ok, là ça fait plusieurs mois qu'on est en période d'euphorie, donc faut prendre des profits. Voilà, ça va plus être en fonction d'indicateurs. Là, dans ma stratégie, je m'étais dit, en tout cas, pour la plus grosse partie de mon portefeuille, ça va être l'ATH et aux alentours des 100 000. Et après, plus du cas par cas sur les crypto-monnaies. Parce que, par exemple, j'avais investi sur Fetch qui a fait plus de x10. Donc là, j'avais forcément pris des profits même avant l'ATH du Bitcoin. Est-ce que tu nous as parlé d'indicateurs on-chain et puis de l'analyse de sentiments du marché, etc. Est-ce que tu as des indicateurs techniques que tu utilises avec TradingView, comme par exemple le P-Cycle ou Mayer ou des trucs comme ça, qui sont assez précis, ou est-ce que tu restes juste dans le on-chain et le sentiment du marché finalement? Alors je vais aussi regarder un peu le RSI, mais ça c'est plus quand je vois que tout va commencer à s'exciter, regarder un peu le RSI sur Bitcoin pour voir justement si on est vraiment dans une folie et que là ça commence à surchauffer de partout. Mais sinon il n'y a pas forcément d'autres indicateurs techniques que je regarde hormis le RSI pour compléter les indicateurs on-chain et aussi tout ce qui est sentiment avec fear and greed. Et même juste il suffit d'ouvrir Twitter quand il y a eu la baisse avec la news sur le Japon qui remontait ses taux, il suffisait d'aller sur Twitter pour comprendre que là on était dans une extrême peur et que justement c'était peut-être une bonne opportunité pour racheter parce que c'était peut-être trop direct, trop intense, sans forcément des fondamentaux derrière, parce que oui ils ont monté de 0,25 mais c'est pas non plus la fin du monde. C'est clair. Ouais, ça s'est vite excité effectivement. Donc c'est intéressant que tu parles du 100 000. C'est vrai que je pense que, en tout cas, j'ai l'impression qu'autour de moi ou les personnes que je suis, il y en a beaucoup qui visent au-dessus de 100 000. J'entends beaucoup 130. Bon, après, il y en a qui sont à 200, 300 et plus. Et c'est vrai que si on regarde un des anciens tops qui avait été le 20 000, c'est sûr que le chiffre rond est psychologique. Comme tu dis, ça peut être une barrière importante, surtout au niveau médiatique. Je pense que c'est un chiffre important qui va être beaucoup regardé. Et en même temps, j'ai l'impression qu'effectivement, si on le casse, on risque d'avoir une accélération parce que d'un coup, c'est comme si le plafond de verre venait de se briser. Et à ce moment-là, je pense que c'est peut-être là qu'on aura du coup le dernier spike fou. Mais ça serait effectivement une bonne
bonne chose d'avoir sorti déjà une partie de ces bagues. Et tu parlais de FetchAI, donc c'est sûr qu'il y a les altcoins suivent pas tout à fait le même cycle que Bitcoin. On sait que c'est décalé quand la liquidité va se déverser. Est-ce que du coup tu regardes d'autres métriques par rapport à tes bagues d'altcoin, ou est-ce que tu vas les sortir en même temps que Bitcoin? Alors ça va être, alors je m'étais dit au niveau de l'ATH du Bitcoin, quoi qu'il arrive, j'en sortirai une partie. Et après, ça va être des targets qui vont dépendre en fonction des cryptos, de leur liquidité, de leur market cap. Si c'est une grosse market cap, à x3, je vais récupérer ma remise de départ. Okay. Si c'est plus petit, je peux peut-être attendre le x5 ou même le x10 si vraiment on est sur une toute petite crypto-monnaie. Donc ça va plus être du cas par cas, mais après, je m'étais aussi mis des gros événements comme l'ATH du Bitcoin et légèrement en dessous des 100 000 pour me forcer quand même à prendre des profits, parce que j'étais plutôt bien sorti sur le premier bull market en sortant quand même des bons multiples, mais la plus grosse erreur que j'avais fait, c'est justement de ne pas prendre assez de profit. Donc là, j'essaye de me forcer un petit peu à en prendre justement plus. Je pense qu'on a tout. Je connais pas un seul investisseur qui n'a pas fait cette erreur à son premier cycle. On a tous fait cette erreur. Bah oui, félicitations à toi si déjà tu as pu sortir de l'argent de ton premier cycle. C'est vraiment pas donné à tout le monde, donc je suis certain que ça va bien se passer pour toi. Je vois que t'es préparé en tout cas et que tu tiens à ta stratégie. Il y en a beaucoup qui regardent Ethereum, tu sais, pour timer les altcoins. J'ai l'impression que sur ce cycle-là, avec toute la folie des meme coins, j'ai l'impression que c'est quasiment plus Solana qui mène la danse et qui reprend de la force. On voit qu'Ethereum, il fait un peu pitié là en ce moment. Tu dis, pourtant, on a parlé tout à l'heure des ETF qui ont été approuvés, et puis à la surprise générale. Est-ce que c'est quoi ta vision sur Ethereum aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est une altcoin qui tranquillement perdra peut-être un peu de force et laissera peut-être la place un jour à Solana, ou est-ce que tu penses qu'elle va continuer de donner le rythme pour les altcoins et que c'est vraiment quand Ethereum va aussi passer ses ATH qu'on assistera à la dernière phase parabolique des altcoins? Alors moi je pense que Ethereum reste encore le leader des altcoins et que ça reste peut-être un des meilleurs risques-rendement sur le marché, avec tout le nousseau qu'on a eu, les ETF spot. Je pense que juste là il est un peu en retard et un peu en lag, et justement vu qu'on est aussi en début de marché haussier et qu'il n'y a pas encore énormément de nouveaux et qu'on est entre nous, là, les personnes, ils essaient plus de jouer sur la traction et sur la hype pour justement voir où vont les liquidités et essayer de faire des gains court terme. Mais je pense que sur un bull run entier, Ethereum reste encore un très bon bet. Et avec tout ce qui arrive, on voit que la TVL recontinue d'augmenter, que la DeFi marche super bien dessus, qu'il y a énormément de BIAP, énormément de développeurs qui sont dessus. Enfin, vraiment, pour moi, tout est au vert là-dessus. En plus, avec le fait que avec l'ultra sound money, que quand il est beaucoup utilisé justement, il y a même de la déflation dessus. C'est vrai que pour moi, je pense que Ethereum continuera à mener les altcoins. Ok. Et comment tu penses que est-ce que tu as une théorie derrière pourquoi le prix finalement a pas tant augmenté par rapport à d'autres choses? Est-ce que tu crois que si le prix est maintenu dans cette espèce de range d'accumulation par les whales, ou est-ce que c'est juste que Bitcoin a pris un peu trop de l'attention médiatique aussi potentiellement? Moi je pense que c'est pour l'instant on a un cycle où il y a que Bitcoin qui marche. On peut le voir avec la Bitcoin dominance. Pour l'instant il y a que Bitcoin qui monte, plus quelques petites hype par-ci par-là, mais il suffit de regarder le total 3 au niveau des altcoins, qui est du coup le chart de tous les altcoins sans Bitcoin et Ethereum. On voit que pour l'instant on est encore assez loin des plus hauts historiques. Donc je pense juste que c'est pour l'instant on est plus entre nous, que tout ce qui est whales institutionnels commence à accumuler doucement, et que c'est plus du dégène qui a fait marcher. Il n'y a pas, enfin, même si Solana a quand même une bonne technologie, malgré le fait qu'ils aient eu des arrêts de leur blockchain, pour l'instant, ce qui a le plus marché, c'est un gros airdrop qui a attiré tout le monde, mais après, une fois que le plus gros airdrop est passé, pour moi, c'était trop tard et il n'y en a pas eu d'autres derrière. Et la folie des meme coins, bon, moi, personnellement, je ne traite pas ça parce que je pense pas avoir les qualités pour le faire et je sais pas exactement trouver le même coin qui va marcher. Je pense que c'est plus de la chance et de l'analyse à la rigueur de la communauté très tôt, mais il faut être un insider pour moi pour que ça marche. Donc voilà, je pense que c'est juste que pour l'instant, c'est le Bitcoin qui est parti, qu'on a justement pas le début réel de ce marché haussier. Pour l'instant, c'est plus Bitcoin qui est parti, même en avance avec ce côté ETF et énormément de liquidités qui sont rentrées. Et je pense qu'Ethereum le rattrapera par la suite. Okay. Et puis,
de mon opinion à moi aussi, c'est vrai que là, on est le 27 août aujourd'hui quand on enregistre cette vidéo et on est dans une dominance du Bitcoin, comme tu l'as souligné, qui est extrêmement haut. Je crois que on est à 57,7%. 57, ouais. C'est un chiffre extrêmement haut, donc c'est longtemps qu'on n'avait pas été dans ces chiffres-là. Donc, ce qui explique aussi que le Bitcoin performe mieux que le reste. Et puis, est-ce qu'ils ne feraient pas non plus avec Ethereum ce qu'ils ont fait avec Bitcoin? C'est-à-dire que ils ont pu acheter avec les ETF Bitcoin, ils ont pu acheter leurs ETF seulement à partir du 10 janvier. Et comme par hasard, ça fait 5 mois qu'on est coincé dans un range d'accumulation. C'est-à-dire qu'ils accumulent leurs ETF, ils ne gonflent pas les prix pour pouvoir justement... Donc, quand je dis gonfle pas les prix, c'est on reste vraiment coincé dans ce range le temps qu'ils accumulent parce que ça fait vraiment une période d'accumulation. Est-ce que justement le fait que les ETF Ethereum viennent de sortir, ils ne font pas la même chose justement avec Ethereum pour se gonfler le plus avant qu'on reparte, quoi? Est-ce qu'il n'y aurait pas une histoire aussi de manipulation là-dedans? Ouais, c'est possible. Je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense que ça joue aussi. Et en niveau timing, du coup, quand tu dis ça va repartir, je suis curieux d'avoir là-dessus aussi un petit peu ce à quoi tu t'attends. Il y en a beaucoup qui misent sur le Q4 de cette année. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton opinion là-dessus? Quand est-ce que tu penses qu'on risque d'atteindre le top du cycle? Alors le top du cycle, c'est un peu dur à dire. Moi, je pense que ça va surtout partir après les élections américaines, parce que je pense que leur objectif, c'est forcément que de montrer que tout va bien. Il va y avoir sûrement le pivot de la Fed à ce moment-là. Donc moi, je dirais qu'on va sûrement repartir début d'année 2025, mais après, on ne sait jamais. Il peut y avoir une news ou une nouvelle narrative qui sorte et qui fasse tout exploser. Et après, pour le top, c'est assez compliqué à dire. Je pense que ce sera peut-être fin 2025, mais c'est assez compliqué de le dire. Moi, je regarderai vraiment les metrics on-chain. Après, on sait que si on regarde, souvent, c'est dans le même range de temps qu'on fait les tops. Je me souviens plus exactement. J'avais fait l'exercice. Faudrait que je regarde, mais je sais plus vers quelle date ça menait. Mais voilà, j'ai pas de date précise. Je vais essayer de me fixer aussi là-dessus. Mais après, moi, ce sera plus regarder des indicateurs que vraiment une période en tant que telle. Okay. Ça va donc se passer en 2025 a priori. Je crois que là, on est plus ou moins tous d'accord là-dessus. Je voulais revenir sur tout à l'heure. Tu as parlé des hype, tu as parlé de l'IA un petit peu, des meme coins. Quelles sont pour toi les narratives qui ont été intéressantes à surveiller jusqu'à maintenant sur ce cycle-là? Et est-ce que tu as des préférés? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu aimes bien te positionner? Et comment tu vois les choses pour la suite? Ok, alors moi sur les narratives, celle qui a déjà bien fonctionné, c'est les real world assets que je trouve très intéressant, parce que déjà il y a l'entrée de BlackRock dedans, donc forcément ils ont une puissance marketing qui peut ramener de l'hype et ramener les gens dessus. Plus pour moi, le marché, quand on est dans un cycle, le marché a tendance à avoir de la mémoire. Donc les altcoins qui ont bien performé et les narratifs qui ont bien performé en début de cycle ont tendance aussi à bien marcher par la suite. Et en plus, je trouve qu'il y a une réelle synergie entre les real world assets et la blockchain. Je trouve qu'il y a vraiment sens d'utiliser la blockchain pour tokeniser des choses. Et ça pourrait même amener le futur, par exemple, de la finance, parce que ça permet d'être plus rapide, avec des coûts plus faibles. C'est très sécurisé. Ça donne un accès à plus de personnes. Ça enlève des barrières sur certains marchés. Par exemple, tout ce qui est crédit carbone ou art, c'est vrai que si on connaît pas quelqu'un ou qu'on n'est pas un fonds, c'est très compliqué d'investir dedans. Là, on peut y investir grâce à la tokenisation. Je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de choses. Après, je pense qu'il y aura aussi l'intelligence artificielle. Mais là, pour moi, pour l'instant, c'est plus une hype parce que justement, cette synergie que je vois entre les real world assets et la blockchain, je la vois moins avec l'intelligence artificielle. Déjà, je trouve que la plupart des projets sont des projets de gouvernance qui n'ont pas de réelle utilité. Et en plus, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est un monde de riches. C'est l'argent et les datas qui permettent de l'alimenter. Donc, je trouve que c'est compliqué d'aller contre les acteurs Web 2. On le voit avec des projets, par exemple, au niveau de tout ce qui est GPU, comme Akash et Render. Pour l'instant, c'est des projets qui ont bien fonctionné grâce à la app de Nvidia. Ça, je pense que ça fonctionnera bien. Mais par contre, si on creuse un peu, on voit qu'en fait, ils n'ont pas énormément de puissance de calcul, que les gros qui en ont réellement besoin passeront sûrement par AWS ou des acteurs Web 2 qui ont déjà beaucoup d'influence. Il y a même certaines machines qui sont utilisées par Akash qui passent par AWS.
Donc voilà, je pense que plus la RWA pour vraiment la hype et en plus le côté qui a une utilité. Après, je pense qu'il y aura aussi l'IA et une dernière hype, je dirais peut-être la finance décentralisée. On voit que là, la TVL est en train de revenir. Je pense que l'arrivée des institutionnels, ils vont essayer de chercher des rendements. Et donc, peut-être sur les plus gros comme AAV qui a déjà fait ses preuves, peut-être un retour aussi de la DeFi. On voit que ça fait assez longtemps que ça a pas forcément bien performé, alors qu'il y a quand même pas mal de nouveautés qui sont arrivées, il y a pas mal de développement. On voit aussi par exemple DYDX qui crée énormément de nouvelles choses. Donc voilà mes 3 principales narratives à surveiller selon moi. Non, c'est cool, et c'est vrai que la DeFi, on en avait même parlé avec Chantal, c'est un sujet qui revient de plus en plus. Tu veux dire quoi, Stéphanie? On le voit aussi, les chiffres, si tu regardes les chiffres du moment, tu vois que la DeFi est en train de prendre de l'ampleur. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a un autre truc que j'aime beaucoup aussi dans le Real World R7, et que je te rejoins, Jean-Baptiste, il y a une réelle utilité de ça et une belle synergie avec la blockchain. Il y a aussi le truc auquel on pense pas forcément, c'est que quand tu fais de la bourse, tu dépends de ton broker. Puis si ton broker il fait faillite ou il se barre avec la caisse, t'as plus tes actions. Tu n'as pas la main mise sur tes actions. Alors il y a des assurances pour la plupart, mais quand bien même si ton broker il disparaît, tes actions elles disparaissent. Alors qu'avec la blockchain, c'est le principe d'avoir la main mise sur tes actifs. Donc normalement, tes tokens vont être sur une blockchain décentralisée, on le souhaite en tout cas. Et donc du coup, même si ton broker disparaît, tu gardes quand même le truc, et il suffit d'aller ailleurs avec ce truc et tu le perds pas finalement. Et ça c'est un argument énorme pour les gens qui sont en bourse. Non, je suis d'accord avec toi. En plus, par rapport à la bourse, il y a aussi le côté liquidité ouvert 24 heures sur 24. Donc, exact. Ça permet de faire des échanges en tout temps, beaucoup plus rapidement, à plus faible coût. Non, vraiment, je trouve que là, il y a un cas concret avec des vrais avantages. Et du coup, sur cette narrative-là, c'est vrai que moi, j'avais pas mal regardé au début. J'avais quelques projets que j'aimais bien, comme Ondo. Après, c'est sûr que on sait notamment que Ondo, il va y avoir un gros unlock là en janvier, que la tokenomique est pas incroyable. Et il faut pas penser que les gens vont sortir en décembre. Tu vois, je pense qu'ils ont déjà commencé à sortir. On voit que depuis la correction, il a un peu plus de misère à rebondir. Est-ce que toi, il y a des projets que tu as analysés dans cette narrative-là, donc du RWA, que tu trouves intéressants et qui ont une bonne tokenomique aussi pour une belle performance sur la suite du cycle? Alors pour moi, il y avait Ondo que j'avais en portefeuille, mais c'est vrai que justement à cause des unlocks et aussi c'est un projet sur lequel j'avais fait des bons multiples, je l'ai sorti donc je l'ai plus, même si ça reste pour moi l'un des plus gros au niveau des RWA. Après, il y a Centrifuge que je trouve très intéressant aussi. Ils ont énormément d'actifs sous gestion. Il y a une réelle utilité. La tokenomics c'est plutôt pas mauvaise. Et après, bon là, c'est beaucoup plus petit, c'est un peu plus risqué, mais il y a Riolio Network aussi, qui justement lui a énormément d'actifs sous gestion et une market cap assez basse. Bon, il a pas mal retracé là sur la baisse, donc moi j'en ai repris aussi un petit peu. Mais c'est vrai que ça faisait partie des cryptos sur lesquels j'avais fait des bons gains et qui pour moi ont des bonnes chances de bien performer sur ce narratif là. Ok. Alors est-ce que tu as réparti... vas-y, Stéphanie, si tu as des projets à partager. Je vais donner les miens. Moi, c'est 2 risques très très élevés. Donc attention, il faut bien se renseigner avant parce que il faut bien surtout les backer avec des risques plus faibles. Mais moi, mes 2 petits chouchous, c'est TrueFi et Swarm Market. J'adore ce qu'ils font. Ces 2 monnaies que c'est mes petits... En fait, c'est vraiment c'est ce que j'ai le plus dans mon portefeuille. C'est ces 2 lignes-là qui sont mes principales lignes majeures, mais je les ai assurées avec des risques faibles. C'est-à-dire que le montant que j'ai investi dans chacune de ces 2 cryptos, j'ai acheté le même montant avec des bitcoins ou des Ethereum pour backer. C'est-à-dire que si ces risques marchent pas finalement et qu'ils s'écrasent, au moins je peux récupérer ma mise de fonds là-dedans. En revanche, s'il marche bien, comme c'est des risques extrêmement élevés avec des capitalisations mais minimes, ça peut très 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 bien performer. Nice. Ah ouais, c'est TrueFi, j'ai déjà entendu. L'autre, je le connais pas, donc j'irai creuser après l'épisode. Merci pour ce partage. Et toi, au niveau du coup, c'est intéressant comme Stéphanie elle dit qu'elle va hedger des fois ses positions plus risquées avec des paris plus safe. Et elle disait aussi que c'était des lignes sur lesquelles elle était plus exposée. Je suis curieux d'en savoir plus sur ton money management. Comment toi, tu as distribué ton capital sur ces 3 narratifs que tu nous as mentionnés? Est-ce qu'il y en a que tu privilégies? Et comment tu hedges tes positions au sein de ton portefeuille?
Ok, alors moi pour faire mon portefeuille, en gros, je mets à peu près entre 60 et 70%, on va dire, de bon risque-rendement, mais assez sûr, principalement Ethereum et Chainlink, et un peu d'AVE aussi. Ça va dire que c'est mes 3 plus grosses lignes. De base, j'avais pas mal de Bitcoin, mais quand on est arrivé à la TH, je les ai tous vendus pour de l'Ether, justement, parce que je me suis dit, même si on va à 150 000, il reste entre guillemets qu'à x2, ce qui est déjà bien. Ethereum, pour moi, on peut plus aller sur du peut-être x5, x10, on sait jamais. Donc je me suis dit que ça valait le coup en termes de risque-rendement. Donc on va dire 60% dans enfin un fonds de portefeuille solide. Et après avec le reste, ça va varier. C'est vrai que l'IA était pas mal montée et quand il y a eu la hype, après j'étais pas mal sorti des projets. Là il me reste principalement, je crois, du Tao que j'ai racheté sur la descente et de l'ASI, Asie. Et voilà, après j'ai plus les pourcentages exacts de chaque. Mais j'ai une stratégie de revente pareil avec des paliers sur chacune de ces crypto-monnaies. J'ai quand même essayé d'augmenter là sur cette redescente, de me remettre sur l'intelligence artificielle et sur les RWA parce que pour moi ça va être deux des grosses hypes. Mais je peux pas te donner les pourcentages en tête parce que je les ai plus. Ok, ça donne une bonne idée, mais en tout cas, plus que la moitié de ton portefeuille positionné sur des bonnes cryptos. Tu as mentionné Chainlink aussi, c'est vrai que c'est une des cryptos que tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde apprécie. D'ailleurs, je connais pas trop de haters de Link. On dirait que c'est un projet qui fait le consensus, puis on sait qu'il est nécessaire tout simplement dans la structure même d'une blockchain. Donc, super intéressant. Ok, donc ça fait pas mal le tour des choses. Alors moi, JB, comme je te disais tout à l'heure, je te connais très peu finalement. Alors je vais prendre cette opportunité que Stéphanie nous donne de discuter pour te poser plus de questions. J'aimerais savoir qu'est-ce qui toi t'a motivé finalement. Alors tu nous as parlé de ton background financier tout à l'heure, et qu'est-ce qui t'a motivé à partager comme ça sur YouTube tes connaissances, tes découvertes sur la crypto-monnaie? Alors que, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, en fait, de base, j'ai voulu vraiment entrer dans le fond des choses, et forcément, quand tu regardes beaucoup de vidéos sur un sujet, t'as tendance à beaucoup vouloir en parler, et on va dire, je saoulais un peu les personnes autour de moi, et je les sentais pas très réceptifs, donc je me suis dit que j'avais besoin d'en parler, et que ça pouvait aider les personnes, vu que j'avais fait pas mal de recherches, et c'est aussi ça qui m'a permis de plutôt bien m'en sortir sur le premier bull market, c'est que j'avais vu que tout le monde disait, il faut avoir sa stratégie bien marquée en avance, prendre des profits. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, tout le monde fait les mêmes erreurs, je vais essayer de pas les faire. Bon, je les ai pas fait parfaitement, mais on va dire que je m'en suis plutôt pas mal sorti. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer justement de mettre mes recherches en un, comme ça me permettra d'en parler. Et là, récemment, on va dire que j'ai plus évolué, je commence à faire des interviews justement de personnes de l'écosystème. Comme ça me permet aussi de me créer des contacts, et je trouve que ça peut apporter pas mal de valeur. Là, pour l'instant, j'en ai déjà fait 5, il y en a 2 qui sont sortis. Et justement, ça permet je trouve, d'apporter beaucoup de valeur. Là, j'ai eu une personne de DYDX justement, donc qui te permet de montrer le point de vue d'un échangeur décentralisé. C'était hyper intéressant. Ça a apporté beaucoup de valeur. Bah ouais. Là, la deuxième personne qui est déjà sortie, c'est une personne de Chorus One, donc un validateur. Donc là, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait un validateur, quelles étaient leurs stratégies. Donc hyper intéressant. Et après, là, il y en a pas mal d'autres qui arrivent. Donc ouais, moi je me suis lancé parce que j'avais envie d'en parler, que je regardais les vidéos et je me suis dit je pense pouvoir aussi apporter de la valeur, ça m'intéresse, j'ai envie d'en parler, donc voilà, il n'y a pas forcément de plus à dire là-dessus. C'est drôle ce que tu dis parce que là t'as dit j'ai envie d'en parler, mais tout à l'heure t'as dit j'avais besoin d'en parler et je me reconnais là-dedans parce que on est un peu c'est quasiment de la thérapie, tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai une chaîne, c'est que je trouve aussi en prenant un certain engagement public, en étant totalement transparent sur, en tout cas sur ce qu'on fait, ou sans dire forcément tous les détails, mais au moins je trouve que ça te force à avoir une discipline aussi, parce que tu sais que y a des gens qui suivent ça, et puis si t'as dit quelque chose et que tu fais l'inverse, tu te sens un peu hypocrite aussi. Fait que moi je sais que ça m'aide à garder une espèce de ligne de conduite. Mais ce que je remarque en tout cas avec les interviews que moi j'ai fait, et tu me diras si t'as la même vision, j'ai l'impression qu'on est dans une industrie qui est hyper ouverte en fait, et justement puisque tout est en train de se construire, les gens sont très willing à partager justement leurs connaissances. Ou ce qu'ils font. Tu vois, je te donne un exemple. J'étais avec un ami, c'était il y a quelques mois, et on est allé manger ensemble, tu vois, dans une espèce de food court. Donc c'est un espace ouvert où il y a plein de restaurants. Et il y a un gars qui avait une casquette Arbitrum. Et là, moi, juste le logo, tu vois. Et moi, je dis,
c'est quoi les chances qu'il travaille pour Arbitrum ou quelque chose. Puis tu sais, je suis allé lui parler et en fait, c'est un gars qui gère un gros regroupement, on va dire, de développeurs du Web3 à Montréal. Et écoute, ça a été assez hallucinant l'accueil qu'il m'a fait tout de suite. Alors tu vois, concrètement, je le dérangeais dans son repas avec un ami. Puis il était comme tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Et je suis comme j'ai un podcast, tu voudrais t'interviewer. Et en fait, il était comme bah ouais, c'est trop intéressant. Qu'est-ce que toi tu fais, etc. Et je m'étais fait la réflexion, si j'avais arrêté un gars en costard-cravate qui bosse à la Banque nationale ou quelque chose comme ça, probablement qu'il m'aurait juste dit « T'es qui, dude, qu'est-ce que tu fais ?» Fait que j'ai l'impression que c'est la nouvelle finance et et c'est pas juste des jeunes, il y a des personnes moins jeunes, mais que tout le monde est très 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 willing à partager vraiment dans cet écosystème. Et moi, c'est ce qui m'éclate le plus à être en crypto. Est-ce que toi aussi, t'as senti cet enthousiasme des invités que t'as voulu avoir sur ta chaîne ? Ah oui, bah justement, là, en fait, j'avais envoyé pas mal de demandes en me disant, bon, je vais sûrement avoir un taux de retour assez faible et là, du coup, j'ai trop d'interviews en avance et je veux pas justement, là, j'ai dit aux personnes, là, sur septembre, je veux plus faire d'interviews parce que là, j'en ai quasiment une par semaine jusqu'en fin septembre qui sont déjà prévues et je veux pas que la vidéo sorte 6 mois après et faire attendre la personne. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de retours positifs, même des personnes de l'écosystème assez connues, par exemple, Chantal, il y a même, je vais en faire une aussi avec Sam du Journal du Coin. Donc c'est des personnes, moi je me suis dit, ils ont 100 000 abonnés, ils travaillent dedans, ils ont pas forcément le temps. Et au final, ils sont très sympas, très ouverts. Ils aiment bien partager. Donc je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que les personnes sont assez ouvertes. Et ça m'était aussi arrivé à une soirée. En fait, j'ai un ami qui travaille justement pour un fonds crypto et il avait ramené à une soirée la personne qui a créé Trader Joe. Je sais pas si tu connais. Non, c'est un projet DeFi sur Avalanche et du coup la personne elle était de Hong Kong mais on a parlé d'un peu tout. Après il m'a parlé de son projet mais très ouvert aussi à partager alors que la personne était multimillionnaire vraiment à chaque fois normal, une grosse ouverture d'esprit. C'est vrai aussi ce que tu disais tout à l'heure, Julien, c'est que c'est une thérapie ou d'être dans une communauté où tu sais que ces gens sont intéressés par ça. Eux, ils ont soif d'apprendre. Toi, t'as soif de partager ou ne serait-ce que de discuter et d'échanger. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est très thérapeutique, tout en aidant son prochain, finalement. Et donc, du coup, tout le monde est gagnant-gagnant là-dessus. Ouais, non. Puis, en plus, on s'entend que c'est un marché de zinzin et je trouve que aussi d'être entouré de gens justement qui vivent un peu les mêmes émotions, les mêmes challenges, c'est super intéressant. Comme là, quand il y a eu la baisse, Stéphanie, je sais qu'on s'est parlé un petit peu. J'ai quelques amis aussi que j'ai relancés. Puis c'est intéressant de voir que aussi on a tous des visions qui sont différentes. En fait, je vois personne qui est d'accord sur les choses et je trouve que ça amène beaucoup d'humilité aussi de se rappeler que notre point de vue n'est pas nécessairement le bon, qu'il y en a plein d'autres. Et du coup, on garde cette espèce de marge d'erreur qui nous permet aussi, en tout cas, on l'espère sur ce cycle-là, de faire un peu moins de merde qu'on en a fait sur le premier. En tout cas pour moi, parce que c'est mon deuxième cycle actuellement. Et est-ce que toi, du coup, t'es full crypto? Est-ce que à côté, j'imagine que venant d'un background financier, tu dois avoir aussi on va dire un socle sur la finance traditionnelle. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu peut-être de cet équilibre-là et de quels seraient tes objectifs futurs aussi après le cycle? Est-ce que tu gardes tes cryptos? Est-ce que tu vas en sortir pour remettre dans la finance traditionnelle? J'aimerais bien en savoir plus là-dessus. Alors, je suis un peu diversifié. Après, je suis plus en crypto quand même. Je suis un peu diversifié. En fait, j'achète tout simplement un ETF S&P 500 pour suivre la performance du marché américain, vu qu'en moyenne sur 100 ans, je crois que c'est entre 8 et 9%. Bon, après, il faut prendre l'inflation en compte, mais entre 8 et 9% de rendement, donc c'est quand même très bon. Et donc ça me permet, on va dire, un peu de faire ma retraite en mettant régulièrement dedans. Et après, niveau crypto, moi, je suis plus à vouloir faire vraiment de l'intercycle, c'est-à-dire je joue le cycle, j'essaie de sortir le plus possible en haut, et après j'attends le bear market en regardant encore des indicateurs où on en est pour commencer à re-rentrer pour le cycle d'après. Donc je ne garde pas de crypto très long terme, même du Bitcoin. Je préfère essayer d'optimiser un maximum mes chances. Ok. Et est-ce que c'est la même? Vas-y. Pardon. Alors que moi, tu vois, mon Bitcoin, je vais pas le vendre parce que je crois vraiment dans cette monnaie et qu'elle va aller sûrement beaucoup plus haut et j'ai mon chien à côté. Et du coup, surtout avec tout ce qui se passe avec la dédollarisation, les BRICS, tout un tas de choses, il y a possibilité que le Bitcoin puisse se servir de tremplin pour tout ça. Et donc, du coup,
si j'ai encaissé des pertes pendant mon bull run, comme j'ai acheté des bitcoins, je vais vendre mes bitcoins, une partie de mes bitcoins pour récupérer mes pertes, parce que c'est comme ça que j'ai pensé ma stratégie. Mais si j'ai pas de pertes, si j'ai pas accumulé de pertes, je vends pas mes bitcoins. Je vends toutes mes crypto-monnaies comme toi. Je sors le plus tôt possible, enfin quand il faut sortir, et je vends 100% de mes cryptos, sauf les bitcoins, parce que du coup, quand le cycle arrive pour le cycle d'après, j'ai déjà mon risque faible, si tu veux, qui va me permettre de backer mes futurs investissements, parce que je serai déjà à profit avec le bitcoin, si tu veux. Donc du coup, j'ai pas besoin de réinvestir pour backer de nouveau mes investissements, et je peux me concentrer avec mon budget pour acheter que des risques faibles ou des risques modérés, si tu veux, sans avoir à racheter des risques faibles, puisque ça me suit d'année en année. Ok, ouais, moi je suis plus à racheter du Bitcoin en premier quand on est, par exemple, là sur le cycle précédent, à partir de 30, je m'étais dit la barre des 30 000, c'est sûrement à partir de là qu'il fallait racheter, donc j'avais racheté du Bitcoin à 30 000, à 25 000, à 20 000, à 15 000, pour justement faire un bon prix d'achat à la baisse, pour pouvoir en avoir plus pour le même prix, et après, justement, là j'ai revendu une grosse partie à la TH, mais j'essaie vraiment de maximiser la chose mais après, oui, l'objectif à terme, une fois que j'aurai peut-être mes kits, ce sera de garder au moins un ou deux bitcoins on va dire en sécurité au cas où. C'est quoi pour toi mes kits? Mes kits, c'est assez dur à dire. C'est d'avoir vraiment une liberté financière et de pouvoir faire ce que je veux. Donc c'est pas forcément un montant. C'est quand je sentirai que j'ai plus forcément besoin de travailler et que si je travaille, je le fais 100% pour le plaisir. Il n'y a pas forcément de montant. C'est que pour beaucoup, c'est 1 million. C'est à voir. Ce sera plus une émotion finalement, un peu comme tu gères sur le marché quand tu vas sentir que tu te sens prêt à passer, tu le feras. Voilà, et comment t'occuperais ton temps si tu disais justement je me sens plus l'obligation de travailler? Est-ce que tu continuerais de créer du contenu sur les domaines qui te passionnent, de la finance, de la crypto, ou est-ce que tu aurais un autre projet? Non, je pense que je continuerai ma chaîne YouTube. Après, je pense que je voyagerai pas mal et je travaillerai plus, mais peut-être essayer de faire advisor dans des projets crypto, vraiment faire un travail qui n'a plus ce côté un petit peu alimentaire, un travail 100% passion en fonction des opportunités que j'ai. D'accord. Bah écoute, si tes voyages te mènent à Montréal, tu nous connais, tu nous écriras avant. Et puis on passe les doigts pour que ça t'arrive. Ouais, je te souhaite que ça soit le plus vite que tard. Et du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui commencent, qui en sont peut-être à leur premier cycle, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour réussir le mieux possible ce parcours-là dans la crypto-monnaie et être capable de sortir leurs gains aussi sur ce cycle-là? Ok. Pour moi, il y aurait deux principaux conseils. Le premier, ce serait de comprendre ce que tu achètes. Parce que ça peut être utile, ça. Par exemple, comprendre ce que tu achètes et comment ça marche. Je sais pas, si tu vas acheter une voiture, je pense que tu vas l'essayer, tu vas vérifier que les vitres marchent, enfin des trucs basiques. Donc je pense que c'est un peu pareil pour l'investissement, comprendre ce que tu achètes. Et ça peut aller aussi avec le fait de, je sais pas, si tu es spécialisé dans l'immobilier, va peut-être sur de l'immobilier tokenisé parce que justement t'as ce hedge par rapport à d'autres personnes. Si tu travailles dans la finance, va peut-être dans de la DeFi parce que justement t'as ce hedge, tu comprends les mécanismes et justement quels sont les protocoles qui peuvent mieux marcher. Donc comprendre ce que tu fais et utiliser ton hedge. Et après la deuxième chose, bon ça tout le monde le sort, mais vraiment prendre des profits et pas sur des chiffres irréalisables, récupérer ta mise assez vite parce que je pense que aussi avoir se sentir bien dans sa tête et moins stressé. Une fois que tu as récupéré ta mise de base, tu es quand même beaucoup moins stressé, donc tu peux justement plus gérer et suivre ta stratégie, alors que si tu n'as rien sorti et que ça commence à baisser, tu peux commencer à faire n'importe quoi. Donc ça te permet aussi de mieux suivre ta stratégie, le fait de vite récupérer ta mise de départ, et après au moins tu te dis j'ai rien perdu, maintenant c'est du bonus. Ah, c'est très bon conseil. Si toi tu pouvais reprendre ton parcours, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Bon, idéalement prendre un peu plus de profit sur le dernier top, mais sinon j'étais plutôt sorti en gain bien en gain sur mon premier bull run où j'avais suivi ma stratégie et voilà, j'avais pas vu le top venir, peut-être un peu plus me former sur les indicateurs parce que c'est vrai qu'on était quand même en surchauffe et ça se voyait après coup quand tu regardes, tu te dis c'est vrai que c'était quand même évident, mais on avait tous la tête dans le guidon, on va aller à 100 000, donc peut-être plus regarder ça, mais sinon non, pas forcément de choses à changer. Bon, bah c'est bien d'être fier de son parcours comme ça, je trouve ça super important. Et tu te vois où dans 10 ans? Alors, est-ce qu'on atteint la liberté financière déjà? Ça ressemble à quoi dans 10 ans?
Dans 10 ans, oui, j'espère avoir obtenu la liberté financière et après faire ce que j'ai envie, c'est-à-dire possiblement, même ça peut être juste faire YouTube et vu qu'il n'y a plus besoin forcément de travailler pour gagner de l'argent, peut-être me consacrer 100% à YouTube, peut-être peut-être ouvrir même un endroit où je peux accueillir les personnes pour faire les interviews. Voilà, j'ai pas forcément de but là-dedans, c'est faire un peu en fonction de ce que j'ai envie de faire au moment voulu. Suivre son cœur. Suivre son cœur. C'est toujours une bonne idée. Et allez, dernière question, je l'ai déjà entendu sur un interview, j'avais trouvé ça intéressant. Si aujourd'hui tu pouvais savoir c'était qui Satoshi, est-ce que tu voudrais déjà, un, le savoir, et deux, si tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, j'aimerais bien le savoir, mais j'aimerais pas que tout le monde le sache, parce que je pense que ça pourrait enlever un peu du mythe, et ça pourrait aussi possiblement faire baisser le coût du Bitcoin, justement, il serait plus inattaquable vu qu'on connaîtrait la personne. C'est vrai qu'après moi personnellement, je suis quelqu'un de curieux, comme je te l'ai dit, j'aime bien aller au fond des choses, donc si je pouvais savoir qui c'était, j'aimerais bien justement. Et après, si je pouvais poser une question à Satoshi, très bonne question. Moi, je lui dirais merci. Merci. C'est pas une question. Ça peut être un commentaire aussi. Moi, je lui dirais, on est désolé, parce que je suis sûr que les meme coins, il n'avait pas vu ça arriver. On est désolé pour ce qu'on a fait, mec. Je sais que ça. Je lui dirais merci de ce qu'il a quand même créé. Hein. Il a créé une monnaie qui permet de lutter contre l'inflation. Là, dans l'interview que j'ai fait ce matin avec une personne, justement, moi je parlais d'adoption et lui il me disait, il y a deux prises de l'adoption. C'est-à-dire que t'as l'adoption avec les métriques, beaucoup de personnes qui arrivent, mais t'as aussi l'adoption consciente, c'est en fait voir qu'il y a vraiment une réelle utilité derrière la blockchain et le Bitcoin, c'est-à-dire de voir que nous, en tant qu'Européens, on le voit pas, mais il y a des personnes qui ont une inflation galopante et du coup, le Bitcoin, c'est vraiment un rempart qui leur permet de survivre et de lutter contre ça. Donc il y a une réelle utilité derrière. Donc ouais, je pense que je lui dirais merci aussi. Waouh, super. Eh ben, écoute, je pense que ça clôture très bien notre discussion. Et du coup, JB, si les gens veulent te suivre, communiquer avec toi, c'est quoi le meilleur moyen de te joindre? Alors, c'est via ma chaîne YouTube, sous mes vidéos, j'ai un mail aussi dédié à la chaîne si les personnes ont besoin de poser des questions. Voilà, via ma chaîne YouTube principalement. Après, j'ai aussi un Twitter, mais sur lequel je suis pas aussi assidu que sur la chaîne YouTube. Okay. Donc, plus via la chaîne YouTube. Parfait. Eh ben, tous les liens seront en description. Merci encore de nous avoir donné du temps. C'est toujours très, très apprécié. Je suis content d'avoir fait ta connaissance. Je vais définitivement suivre de beaucoup plus près ce que tu fais. Je te souhaite bonne chance pour la suite de ce cycle-là, mais je suis pas trop inquiet. T'as l'air d'avoir la tête sur les épaules. Je te souhaite d'atteindre ton rêve le plus rapidement possible. Merci Stéphanie encore de nous avoir présenté. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cet épisode. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous laisser un like, un commentaire. On prendra le temps de répondre à tout le monde. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci Julien. Merci à vous aussi. Salut tout le monde. Bye. Salut.